Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un résumé des courbes paramétriques. C'est la dernière partie de l'analyse 3. D'accord? Alors, dans cette vidéo, on va voir 5 points. Premier point, on va parler de la domaine de définition, comment on peut l'obtenir, et aussi on va parler comment on peut réduire le domaine d'étude ou bien le domaine de définition. Troisième point, on va définir c'est quoi un point régulier, c'est quoi un point singulier et l'équation cartésienne de la tangence pour chaque type de point ainsi que l'allure. On va parler de l'allure de chaque point. Pour la quatrième partie, on va parler des branches infinies. Et cinquième partie, on va faire exercice 1 et exercice 2 de TD numéro 3. Et aussi, on va faire un autre exercice supplémentaire. Alors, on commence. Alors, comme j'ai dit, dans cette vidéo, on va parler sur les étapes à suivre pour étudier un courbe paramétrique. D'accord? Alors, toutes les courbes paramétriques, ce sont des fonctions de la forme f de t égale à x de t et y de t, avec x de t est une fonction d'un intervalle i vers r, et y de t est une fonction d'un intervalle g vers r. Alors, premièrement, comment on fait pour déterminer le domaine de définition? Alors, c'est quoi le domaine de définition de f? C'est le domaine de définition de x inter domaine de définition de y. D'accord? Alors, par exemple, si on a la courbe paramétrique x de t égale à 1 sur 2t et y de t égale à 1 sur t au carré moins 1, alors, domaine de définition de d de x, c'est r étoile, et d de y, c'est r moins 1, 1. Alors, d de f, c'est r moins 0, moins 1, 1. D'accord? Ça, c'est pour le domaine de définition. Deuxième étape, on va essayer de réduire le domaine de définition. D'accord? Alors, après avoir domaine de définition, alors on essaie de le réduire pour faciliter l'étude de la courbe paramétrique. Alors, parmi les plus importantes étapes à suivre pour réduire le domaine de définition, premièrement, on cherche est-ce qu'il y a une période, d'accord, qui vérifie l'un de ses propriétés. Alors, premièrement, on cherche est-ce qu'il y a une période, d'accord? Et surtout pour les fonctions trigonométriques. Alors, on cherche est-ce qu'il existe un nombre t qui vérifie, par exemple, premièrement, x de t plus t, y de t plus t égale à x de t égale à y de t. Alors, si on trouve un nombre qui vérifie x de t plus t égale à x de t et y de t plus t égale à y de t, alors on va tracer la courbe sur un intervalle de la forme moins t sur 2, t sur 2, et le reste de la courbe sur d de f va se répéter. D'accord? Par exemple, la courbe paramétrique du cercle C, cercle C, et de courbe paramétrique x de t égale à cos de t et y de t égale à sinus de t. Alors, si on calcule x de t plus 2p, alors c'est cos de t plus 2p, c'est cos de t. Et aussi y de t plus 2p, c'est sinus de t. Alors, on aura cette cas. Donc, c'est pour cela qu'on trace la courbe de la cercle dans l'intervalle moins p, d'accord? Alors, dans l'intervalle moins p, on trouve le cercle. Si on essaie de tracer encore la cercle dans l'intervalle
P, 3P, on va répéter seulement la cercle, etc. Alors la courbe, ça va répéter dans tout le domaine de définition si on trouve cette kx de t plus t égale à x de t et y de t plus t égale à y de t. Deuxièmement, si on trouve par exemple, si on trouve que x de t plus t égale à moins x de t et y de t plus t égale à moins y de t, c'est-à-dire moins. Alors, dans ce cas, on trace la courbe de l'intervalle moins t sur 2 et le reste de la courbe, ça va s'obtenir par une symétrie par rapport à l'origine. D'accord? Par exemple, si on a une courbe paramétrique qui vérifie x de t plus t et y de t plus t égale à moins y de t. D'accord? Ici moins x de t et ici moins y de t. Par exemple, si on a un courbe paramétrique et on a tracé la courbe dans l'intervalle moins t sur 2 et on a trouvé par exemple c'est ça. D'accord? Par exemple, on a trouvé une fonction de cette forme. Par exemple, on a tracé un courbe dans l'intervalle moins t sur 2 et on a trouvé que c'est ça. Mais elle vérifie moins x de t moins y de t. Alors le reste de la courbe dans tout le domaine de définition de f, ça va s'obtenir par une. Alors quand on trouve ici moins et ici moins, alors on va obtenir toute la courbe par une symétrie par rapport à l'origine. Alors on va faire une symétrie par rapport à l'origine de cette partie, par exemple, c'est ça. Et par rapport à cette partie, c'est ça. Donc, toute la courbe sur le domaine de définir, ça va de cette forme. D'accord? Alors, on fait une symétrie par rapport à l'origine. Quand on trouve ici moins et ici moins, on fait symétrie par rapport à l'origine. Troisième cas, si on trouve x de t plus t égale à x de t et y de t plus t égale à moins y de t, alors dans ce cas, on trace la courbe sur moins t sur 2, t sur 2, et le reste de la courbe sur t de f s'obtient par une symétrie par rapport à l'axe OX. D'accord? Par exemple, si on a cet cas par exemple, et si on a tracé dans l'intervalle moins t sur 2, la courbe, par exemple, si on a trouvé, je vais faire même 17. Alors, si j'ai trouvé, par exemple, la courbe dans l'intervalle moins t sur 2 de cette forme, par exemple, alors j'obtiens toute la courbe par une symétrie par rapport à l'axe OX. C'est-à-dire, je fais la symétrie de cette partie, le voilà, par rapport à l'axe OX. Et symétrie de cette partie, c'est le voilà. D'accord? J'obtiens une courbe de cette forme. Par exemple, dans le deuxième cas, si je trouve que x de t plus grand t égale à moins x de t, y de t plus t égale à y de t. Alors, dans ce cas, je trace la courbe dans l'intervalle moins t sur 2 et j'obtiens le reste par une symétrie par rapport à y. Alors regardez bien, quand j'ai ici plus et ici moins, symétrie par rapport à x. Je répète de départ. Alors ici plus et ici plus. Donc la courbe se répète. D'accord? Ici moins et ici moins. Symétrie par rapport à l'origine. Ici plus dans x et ici moins. Symétrie par rapport à l'axe OX. Ici moins x et ici y. Alors symétrie par rapport à l'axe OY. D'accord? C'est-à-dire je trace la courbe et je fais une symétrie par rapport à l'axe OY pour obtenir toute la courbe sur le domaine de définition.
Si je trouve que x de t, dernier cas, si je trouve que x de t plus grand t égale à y de t et y de t plus t égale à x de t, c'est-à-dire ça va changer, x et y sont changés. Alors, ici, je trace la courbe de l'intervalle moins t sur 2 et j'obtiens le reste de la courbe par une symétrie par rapport à l'axe y égale à x. D'accord? Alors, je trace la courbe sur moins t sur 2 sur 2, par exemple. Alors, je fais même courbe, si je trouve comme ça, et je fais la symétrie par rapport à cette courbe. C'est-à-dire, j'obtiens, alors, le reste de la courbe, symétrie de cette partie, le voilà, et symétrie de cette partie, c'est le voilà, cet point, voilà, et cet point, le voilà. D'accord? Donc, voilà. Alors, je tiens la courbe, c'est de cette forme. Alors, je fais une symétrie par rapport à l'axe de y égale à x. D'accord? Alors, ça, c'est pour la périodicité. D'accord? Alors, premièrement, que je dois vérifier pour réduire un domaine, surtout pour les fonctions trigonométriques, alors je cherche la périodicité. Deuxièmement, après avoir travaillé sur la périodicité, on travaille sur la parité. C'est la même chose que la périodicité. Donc, je calcule x de moins de t et y de moins de t. Si je trouve que si x de t et y de t, alors la courbe, ça va se répéter. Alors, je trace la courbe sur d de f inter 0 plus l'infini, c'est-à-dire je trace la courbe dans les abscisses positives, d'accord, dans les valeurs positives, et je déduis la courbe par les valeurs négatives par une répétition. D'accord? Alors, si x moins de t égale à x de t, y moins de t égale à y de t, on trace la courbe sur d de f inter 0 plus l'infini, et le reste sur d de f inter moins l'infini 0 va se répéter. D'accord? Si je trouve que moins x de t moins y de t comme ici, c'est une symétrie, alors je trace la courbe dans d de f inter 0 plus l'infini et j'obtiens le reste de la courbe sur d de f inter moins l'infini 0 par une symétrie par rapport à l'origine. D'accord? Toujours quand je trouve ici moins et ici moins, symétrie par rapport à l'origine. Troisième cas, ici plus et ici moins, symétrie par rapport à l'axe au x. Quatrième cas, ici moins et ici plus, symétrie par rapport à l'axe au y. Alors x et y sont changés, symétrie par rapport à l'axe y égale à x. Maintenant, il reste deux cas. Alors je vais effacer et continuer les autres. Alors, quand on travaille dans un intervalle de la forme 0a, alors on peut encore réduire l'intervalle si on calcule x de t plus a, y de t plus a et on trouve l'un de ces égalités. Alors, si on calcule x de t plus a égale à, on trouve que c'est x de t, et y de t plus a égale à y de t. Alors, dans ce cas, on trace la courbe dans l'intervalle 0a sur 2, c'est-à-dire qu'on peut réduire l'intervalle à 0a sur 2, et le reste de l'intervalle sur a sur 2a va se répéter. Pourquoi? Parce que ici, il y a plus et il y a plus. C'est la même chose que les deux autres premiers exemples. Deuxième cas, si on calcule x de t plus a égale à moins x de t, y de t plus a égale à moins y de t, c'est-à-dire ici moins et ici moins, alors toujours, on trace la courbe sur l'intervalle 0a sur 2 et on peut obtenir l'autre ou bien le reste de la courbe sur l'intervalle a sur 2
A par une symétrie par rapport à l'origine. Symétrie par rapport à l'origine. Si on trouve ici moins x de t et ici y de t, c'est-à-dire symétrie par rapport à l'axe OY. D'accord? Alors on trace la courbe dans l'intervalle 0,1 sur 2 et on obtient le reste par une symétrie par rapport à OY. Si on trouve ici x et ici moins y, alors on aura symétrie par rapport à l'axe OX. Ici c'est échange, ici y et ici x, alors on trace la courbe sur 0,1 sur 2 et le reste se déduit par une symétrie par rapport à l'axe y égale à x. D'accord? Alors, pour les intervalles de la forme 0 plus l'infini, alors on peut calculer x de 1 sur 2t si on trouve que c'est x de t, et on calcule y de 1 sur t si on trouve que c'est y de t. Alors dans ce cas, on trace la courbe sur l'intervalle 0,1, c'est-à-dire qu'on peut réduire l'intervalle 0 plus l'infini à l'intervalle, on peut faire seulement l'étude dans l'intervalle 0,1, et le reste de la courbe se déduit par, dans ce cas, ça va se répéter dans l'intervalle 1 plus l'infini. D'accord? Alors, puisque x de 1 sur 2t égale à x de t, y de 1 de t égale à y de t, alors la courbe, ça va se répéter dans l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, si on trouve ici x de 1 sur 2t égale à moins x de t, y de 1 de t égale à moins y de t, alors on trace la courbe dans l'intervalle 0,1 et le reste sur l'intervalle 1 plus l'infini s'obtient ou bien se déduit par une symétrie par rapport à l'origine. Si on trouve ici moins et ici plus, symétrie par rapport à y. Si on trouve ici plus et ici moins, symétrie par rapport à x. Si y et x se changent, alors symétrie par rapport à y égale à x. Maintenant, on passe à l'étude des points réguliers et singuliers et les tangentes. Alors, pour les points réguliers, points singuliers et tangentes, alors on considère la courbe f de t, x de t, y de t comme paramétrée. Un point f de t0 est dit régulier si f' de t0 est différent de 0. Alors, quand elle me pose la question étudier la nature des points suivants, alors on doit faire le dérivé f' de t, x' de t, y' de t, et on calcule le dérivé de ce point. Si on trouve qu'il est différent de 0, 0, alors on dit que c'est un point régulier. Sinon, on dit, si on trouve que f' de t0 égale à 0, 0, alors on dit que c'est un point singulier ou bien stationnaire. Dans ce cas, si f' de t0 différent de 0, 0, alors comment on peut obtenir la courbe ou bien l'équation de la tangente en ce point? Alors, dans ce cas, la tangente de la courbe au point f de t0 est dirigée par le vecteur f' de t0. D'accord? Et l'équation cartésienne sera de la forme, alors regardez bien, on a la tangente, d'abord la tangente au point f de t0, c'est-à-dire qu'elle passe par le point f de t0. D'accord? Alors voilà la tangente. La tangente, ça va passer par le point f de t0 et dirigée par le vecteur f' de t0. Alors comment je peux obtenir son équation? Alors pour toute m de t, d'accord, pour toute m de t, c'est-à-dire x de t, y de t, on a, alors c'est on note à la place de fm, on a le vecteur m de t0, m de t est collinéaire avec f' de t, sera collinéaire avec f' de t0, c'est-à-dire le déterminant de ces vecteurs et ce vecteur sera 0.
D'accord? Alors, ça, on a fait ça au lycée. Donc, les coordonnées de mt0, m de t, c'est x de t moins x de t0. Et l'ordonnée, c'est y de t moins y de t0. Et les coordonnées de f' de t0, c'est x' de t0, y' de t0. Alors, le déterminant, ça va égal à 0. Cela équivalent que y' de t0, x de t moins x de t0, moins x' de t0, y de t moins y de t0 égale à 0. Et on aura l'équation de la tangente au point f de t0. Par exemple, si on prend l'équation de la cercle, f de t, x de t égale à cos de t et y de t égale à sinus du t, alors, question, déterminer la nature du point M0 et MP sur 4 et l'équation de leur tangente. D'accord? Alors, premièrement, pour déterminer la nature, on calcule f' de t. C'est x', y', x', c'est cos', donc c'est moins sinus, et y' c'est cosinus de t. Alors on calcule f' de 0, c'est sinus de 0, moins sinus de 0, c'est 0, cos de 0, c'est 1. Donc on remarque que f' de 0 différente 0, 0. D'accord? Donc il est régulier, parce qu'il est différent le vecteur nul. D'accord? Donc, il est régulier. L'équation de la tangente, alors la tangente passe, ça va passer par le point M0 et dirigé par f' de 0. Donc, l'équation, on a ici x de t moins x0, y de t moins y de 0, x', y' de 0. Alors, ça, c'est le coordonnées des vecteurs M0, M de t, et ça c'est les coordonnées de f' de 0. Donc on remplace, c'est y' de 0, y' de 0, c'est quoi? C'est 1, y' de 0, donc c'est 1 fois x de t moins x de 0, x de 0 c'est cos de 0, c'est 1, donc c'est moins 1, moins x' de 0, c'est 0 fois que ça, donc c'est 0. Donc, on aura x de t égale à 1. Donc, on peut écrire x égale à 1. Donc, x égale à 1. Et la tangente, ici clair, on a la cercle. Alors, la cercle, la tangente au point 0, la tangente au point d'abscisse x égale à 0, c'est la droite d'équation x égale à, pardon, la tangente au point 0, la tangente au point 0, c'est-à-dire au point cos, alors point 0, f de 0 c'est quoi? C'est cos de 0, c'est 1, 0. Alors voilà le point, alors f de 0, c'est 1, 0. Voilà le point 1, 0. Alors le tangente, c'est x égale à, c'est d'équation x égale à 1. D'accord? Alors, pour la deuxième point, on a f' de pi sur 4. C'est quoi f' de pi sur 4? C'est moins sinus de pi sur 4, c'est-à-dire moins racine de 2 sur 2. Cos de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Alors, mp sur 4 est régulier. Et la tangente, ça va passer par le point mp sur 4 et divisé par f' de pi sur 4. Donc, les coordonnées, c'est xt moins x de pi sur 4. Y de t moins y de pi sur 4, x' pi sur 4, y' pi sur 4, donc le déterminant. Alors y' de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2 fois x de t moins x de pi sur 4, c'est cos de pi sur 4, donc c'est racine de 2 sur 2, moins x' de pi sur 4, c'est moins racine de 2, c'est-à-dire plus racine de 2 sur 2, y de t moins racine de 2 sur 2, donc je peux simplifier par racine de 2, et ici moins racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, c'est moins racine de 2, donc on aura x de t moins y de t moins racine de 2 sur 2, donc c'est x moins y moins racine de 2 égale à 0, donc la tangente ici est d'équation pi sur 4, et d'équation x moins y moins racine de 2 égale à 0. On passe maintenant à étudier les points
singulier ou bien stationnaire. Alors, pour les points singuliers, un point f de t0 est dit singulier si f' de t0 égale à 0, 0. C'est-à-dire, si la première dérivée est nulle. D'accord? Alors, si la première dérivée est nulle d'un certain t0, alors on dit que f de t0 est un point singulier. Dans ce cas, on doit calculer les dérivées successives. D'accord? On a f' de t0 égale à 0. Alors, on calcule la dérivée seconde de t0. Si on trouve encore qu'elle est égale à 0, 0, on continue de calculer f de 3 de t0. Si on trouve qu'elle est égale à 0, 0, alors on continue de calculer jusqu'à trouver premier vecteur f de p de t0 qui est différente de 0, 0. Peut-être la dérivée seconde sera différente de 0, 0. Peut-être on calcule la deuxième dérivée sera différente de 0, 0. Alors, dans ce cas, p égale à 2. Mais en général, on calcule les dérivées jusqu'à trouver première dérivée qui est différente du vecteur nul. Dans ce cas, la tangente de la courbe au point f de t0 est dirigée par fp de t0 avec fp de t0 et le premier dérivé successif tel que fp de t0 différente de 0, 0. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a, quel que soit m, appartient à la droite qui passe par le point f de t0. D'accord? Alors, ça est dirigé par fp de t0. D'accord? La dérivée p de t0. Alors, quel que soit le point x de t, y de t, alors c'est on note ça m de t0, mais par exemple m de t0. Alors, on aura que le vecteur mt0, m de t0, m de t est dirigé par fp de t0, c'est-à-dire qu'ils sont collinéaires. D'accord? Les deux vecteurs sont collinéaires. De la même façon qu'on a fait pour la tangente pour les points réguliers, alors on a fp de t0 différente de 0, 0. Donc c'est un vecteur qui dirige la droite. Alors, quel que soit m des coordonnées x de t, y de t, on a le vecteur mt0, m de t des coordonnées x de t moins x de t0, y de t moins y de t0, et le vecteur fp de t0 des coordonnées xp de t0, yp de t0 sont collinéaires, c'est-à-dire le déterminant égal à 0. Le déterminant, alors ici, je pose les coordonnées de m0, mt0, c'est x de t moins x de t0, y de t moins y de t0. Et ici, je pose dans la deuxième colonne les coordonnées de fp de t0, xp de t0, yp de t0. Et je peux obtenir l'équation cartésienne de la tangente, c'est yp de t0 fois x de t moins x de t0 moins xp de t0 fois y de t moins y de t0, y égale à 0. D'accord? Alors, pour étudier l'allure ou bien la nature des points singuliers, on doit encore continuer de calculer les dérivés. Par exemple, on calcule le dérivé fp de plus 1, dérivé de p plus 1, on essaie est-ce que cet vecteur est libre avec fp de t0. On calcule, sinon on calcule la dérivée fp plus 2 et on vérifie est-ce que le vecteur fp plus 2 et fp de t0 sont libres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés. D'accord? Jusqu'à trouver premier vecteur qui est noté fq de t0 qui est libre avec fp de t0. D'accord?
Alors, après avoir trouvé fp de t0, le vecteur qui dirige la tangente, on continue de calculer les dérivés jusqu'à trouver le premier vecteur dérivé qui est libre avec fp de t0. Dans ce cas, on aura 4 cas pour déterminer la nature de points singuliers. Alors, si on trouve que P est un nombre pair et Q est un nombre pair, alors on dit dans ce cas que f de t0 est un point de rebroussement de deuxième espèce. Si on trouve que P est pair et Q impair, alors on dit que f de t0 est un point normal. Si on trouve que P impair et Q pair, on dit que f de t0 est un point de rebroussement de première espèce. Et finalement, si on trouve P impair et Q impair, on dit que f de t0 est un point de réflexion. D'accord? Alors j'espère que les choses sont bien claires. On va faire un exemple de la série numéro 3 pour bien comprendre. Alors, avant de faire des exemples, alors on va faire les branches infinies. Après, on va terminer par corriger des exercices et des exemples pour bien comprendre de quoi s'agit-il les corps paramétriques. Alors, pour les branches infinies, pour étudier les branches infinies, on doit suivre les étapes suivantes. Elles sont très faciles. D'accord? Alors, définition. On dit que la courbe C admet branche infinie au point T0 si la limite de x de t quand t tend vers T0 égale à plus ou moins l'infini, ou bien la limite de y de t quand t tend vers T0 égale à plus ou moins l'infini. D'accord? Notez bien que ici T0 peut être un nombre fini, peut être un nombre infini, c'est-à-dire peut-être t tend vers, à la place de t0 c'est plus ou moins l'infini, ou bien t tend vers un nombre fini qui appartient à 1. D'accord? Alors on dit que c'est admet branche infinie si la limite de x de t quand t tend vers t0 tend vers l'infini, ou la limite de y de t quand t tend vers t0 tend vers l'infini. Alors et on distingue entre les 4 cas suivants, d'accord, ou bien les 3 cas suivants. Premier cas, si on a la limite de x de t quand x tend vers t0 égale à plus ou moins l'infini et la limite de y de t quand t tend vers t0 égale à n, d'accord, regardez ici l'infini et ici n appartient à 1, c'est-à-dire un nombre fini. Alors on dit que c'est admet un asymptote horizontal d'équation y égale à n au voisinage de t0. D'accord? Si on a le contre, c'est-à-dire si la limite de x de t égale à n quand x tend vers t0 et la limite de y de t quand t tend vers t0 égale à plus ou moins l'infini, alors on dit que c'est admet un asymptote vertical d'équation x égale à n au voisinage de t0. Troisième cas, si on a la limite de x de t quand x tend vers t0 égale à plus ou moins l'infini et aussi la limite de y de t quand t tend vers t0 égale à plus ou moins l'infini. Dans ce cas, on doit calculer la limite de y de t sur x de t quand t tend vers t0. Et on distingue entre 3 cas. D'accord? Si, après calcul de y de t et x de t, on trouve que la limite de y de t sur x de t quand t tend vers t0 égale à plus ou moins l'infini, alors on dit que c'est admet branche parabolique dirigée vers l'axe OY. C'est-à-dire que, par exemple, la courbe peut être de cette forme, c'est-à-dire branche parabolique, ou bien de cette forme, ou bien de cette forme, ou bien de cette forme. D'accord? C'est une branche parabolique qui est dirigée vers l'axe OY. Et ça dépend de la monotonie, on peut
tracer la courbe. D'accord? Au voisinage de T0. Si on trouve que la limite de y de t sur x de t quand t tend vers t0 égale à 0, alors on dit que c'est admet branche parabolique dirigée vers l'axe OX. C'est-à-dire qu'on peut trouver que la courbe soit de cette forme, soit de cette forme, soit de cette forme, soit de cette forme. C'est-à-dire branche parabolique dirigée vers l'axe OX. D'accord? Alors, troisième cas, alors si on calcule la limite de y de t sur x de t quand t tend vers t0 et on trouve que si a avec a appartient à r et toi, c'est-à-dire nombre fini qui est non nul, alors dans ce cas, on doit encore calculer la limite de y de t moins a x de t. Et on distingue encore entre deux cas. D'accord? Premier cas, si on calcule la limite de y de t moins a x de t, on trouve que c'est plus ou moins l'infini. Alors dans ce cas, c'est admis branche parabolique dirigée vers l'axe d'équation y égale à ax au voisinage vt0, c'est-à-dire voisinage de t0. C'est-à-dire que, alors, on trace la droite d'équation y égale à ax et on trouve que la courbe soit de cette forme, soit de cette forme, soit de cette forme, soit de cette forme. Ça dépend de la monotonie et l'étude de la courbe. D'accord? Maintenant, alors, deuxième cas, si on calcule la limite de y de t moins ax de t, on trouve que si un nombre b appartient à r, alors on dit que c'est admis asymptote oblique, c'est-à-dire un asymptote oblique, d'équation y égale à ax plus b au voisinage de t0, c'est-à-dire on trace l'horizontale et peut-être la courbe de cette forme, c'est un asymptote, peut-être de cette forme, peut-être de cette forme, peut-être de cette forme, c'est un asymptote oblique. C'est fini pour les branches paraboliques. Alors pour étudier une branche parabolique, on doit suivre les étapes suivantes, ce sont très faciles. Alors maintenant on passe à faire les exercices de TD numéro 3 et aussi quelques exercices des examens, des anciens examens. Alors, premier exercice de série numéro 3, il est affiché devant vous. Alors, on doit réduire le domaine de définition de la courbe paramétrée f de t, x de t cos à la puissance 3 de t, y de t sinus à la puissance 3 de t. Alors, premièrement, domaine de définition d de f, c'est R. Alors, réduire le domaine d'étude. Alors, premièrement, comme j'ai dit, on cherche est-ce qu'il y a une période. Alors, on remarque bien que 2p est une période de cos à la puissance de 3 de t et est une période de sinus à la puissance de 3 de t. Alors, on a f de t plus 2p, si x de t plus 2p est égal cos à la puissance 3 de t plus 2p, c'est cos à la puissance de 3, donc c'est x de t. De la même façon, y de t plus 2p, c'est y de t. Alors, on remarque que ça, x de t plus 2p égale à x de t et y de t plus 2p égale à y de t. Donc, on aura une répétition, d'accord, de la courbe. Alors, on peut réduire le domaine de définition par une intervalle de longueur de p. Alors, on va choisir mieux une intervalle de la forme moins p, p. Alors, on trace la courbe C1 sur l'intervalle moins p, p. Ici sera une répétition de la courbe C1. D'accord? Alors, je répète, on trace la courbe C1 sur l'intervalle moins pp. Ici sera une répétition de la courbe C1. C'est-à-dire que C1 ici sont la même, quel que soit t appartient à 1. Une répétition.
D'accord. Deuxièmement, on va chercher pour la parité. D'accord. Alors, c'est-à-dire on calcule f moins 2t. Alors, qu'est-ce qu'on a? X moins 2t. Si cos à la puissance de 3 de moins 2t, si cos c'est une fonction paire, donc c'est cos à la puissance de 3 de t, c'est x de t. Et y moins 2t, c'est sinus à la puissance de 3 de moins 2t. Sinus, c'est une fonction impaire et la puissance est impaire, donc c'est moins sinus à la puissance de 3 de t, c'est moins y de t. D'accord. Alors je peux réduire le domaine moins p à 0p, c'est-à-dire je peux travailler seulement sur les valeurs positives. D'accord. Alors on trace, alors on peut réduire à l'intervalle 0p. Comment ça? On peut tracer l'arc C2. Alors on va étudier la courbe sur l'intervalle 0p et on trace C2. Ici, c'est-à-dire C1 se déduit. Alors, on peut déduire C1 par une symétrie par rapport à l'axe OX, parce qu'on a ici moins et ici plus. Alors, par rapport à l'axe OX. D'accord. Maintenant, intervalle de la forme 0A. C'est-à-dire, dans notre cas, on a l'intervalle 0P. Alors, on va essayer. Est-ce qu'on peut encore réduire le domaine 0P? Alors, on va calculer f de p moins t. Donc, c'est x de p moins t, c'est cos 3 de p moins t. Cos de p moins t, c'est quoi? C'est quoi cos de p moins t? C'est moins cos de t. Et puisqu'on a ici le puissance est impair, donc c'est moins cos à la puissance de 3 de t, c'est moins x de t. Et y de p moins t, c'est sinus à la puissance de 3p moins t. On a sinus de p moins t, c'est sinus de t. D'accord. Donc c'est y de t. Alors, on peut réduire le domaine de définition 0p à 0p sur d. Comment ça? Alors, on peut construire l'arc C3, c'est-à-dire qu'on peut construire une arc C3 sur l'intervalle 0p sur 2 et on peut déduire l'arc C2 sur 0p par une éviction, une symétrie, puisque ici moins, ici plus, c'est une symétrie par rapport à l'axe OY. D'accord? Alors, on obtient C2 en éviction, une symétrie par rapport à l'axe OY. Alors, on a le domaine 0p sur 2. Alors, encore, j'ai une intervalle de la forme 0p sur 2. Alors, je vais continuer de calculer f de a moins t. C'est-à-dire f de pi sur 2 moins t. C'est x de pi sur 2 moins t égale à cos à la puissance de 3p sur 2 moins t. Cos de pi sur 2 moins t, c'est sinus. Donc, c'est sinus à la puissance 3 de t, donc ça va changer, c'est y de t. Et y de pi sur 2 moins t, c'est sinus à la puissance 3 pi sur 2 moins t, c'est cos à la puissance 3, c'est x de t. D'accord. Alors, ici, x, ça va devenir y et y devenir x. Donc, une symétrie par rapport à la droite, y égale à x. Donc, on peut encore réduire le domaine d'étude. Il suffit alors de construire l'arc C4 sur l'intervalle 0pi sur 4. D'accord, je divise l'intervalle sur 2, pi sur 2 sur 2 sur pi sur 4. Et C3, je peux l'obtenir en effectuant une symétrie par rapport à l'axe Y égale à X. D'accord. Alors, j'ai fait ici une conclusion. Donc, le domaine d'étude ici, attends. Le domaine d'étude D2E, c'est l'intervalle 0 pi sur 4. D'accord. Alors, je fais l'étude de la corde paramétrique sur l'intervalle 0 pi sur 4 et je trace l'arc C4. D'accord. Et j'obtiens l'arc C3 en faisant une symétrie par rapport à l'axe Y égale à X de C4. D'accord. Alors, quand je obtiens C3, je vais faire une symétrie par rapport à l'axe OY pour avoir l'arc à l'arc C2 dans l'intervalle 0pi. Et quand j'obtiens l'arc C2 dans l'intervalle 0pi, je vais faire
faire une symétrie par rapport à l'axe OX pour avoir l'arc C1 dans l'intervalle moins PP. D'accord? IC, c'est une répétition du C1 dans tout l'ensemble de définition R. On passe à la deuxième exercice. Alors, deuxième exercice, il est affiché devant vous. Alors, premièrement, l'accord paramétrique f de t, x de t égale à t plus 1 sur t plus 1, y de t égale à t au carré plus 1 sur t au carré plus 1. Alors, premièrement, on doit déterminer les points stationnaires, c'est-à-dire les points singuliers. On dit points stationnaires ou bien points singuliers. D'accord? Alors, pour chercher les points stationnaires, on résout toujours l'équation f' de t égale à 0. D'accord? C'est-à-dire deux équations, on cherche les solutions de l'équation x' de t égale à 0 et les solutions de l'équation y' de t égale à 0 et on fait l'intersection entre les solutions trouvées ici et les solutions trouvées ici. L'intersection, pas linéaire. D'accord? Si on trouve par exemple ici 1 et moins 1 comme des solutions et ici par exemple 0 et 1, alors le seul point stationnaire sera pour t égale à 1. D'accord? Si on trouve par exemple ici les solutions c'est 1 et moins 1 et ici 0 et 2, alors l'intersection c'est l'ensemble de vide, alors il n'existe aucun point stationnaire. Alors faites attention s'il vous plaît. D'accord? Alors on travaille pour notre cas. Alors f' de t égale à 0, cela équivalent à dire que x' de t égale à 0 et y' de t égale à 0, cela équivalent, alors x' de t c'est 1 et le prime de 1 sur t plus 1 c'est moins 1 sur t plus 1 au carré égale à 0. Et y' de t égale à 0 c'est 2t moins la dérivée de ça c'est moins 2t sur t au carré plus 1 au carré, le taux égale à 0. Donc, cela équivalent à dire que 1 sur t plus 1, le taux au carré égale à 1, et ici 2t égale 2t sur 1 plus t au carré. Alors, cela équivalent à dire que 1 plus t égale à 1 et 1 plus t au carré égale à 1, c'est-à-dire que t égale à 0 ici. Et ici, t au carré égale à 0, c'est-à-dire t égale à 0. Alors l'intersection, c'est t égale à 0. Donc, il existe un seul point stationnaire, f, c'est f de 0. Donc, f de 0 est le seul point stationnaire. Alors, on doit étudier l'allure du point f de 0. Alors, on doit calculer les dérivées successives jusqu'à trouver. Parce qu'on a ici f', regardez, on a ici f' de 0, c'est 0, 0. Donc c'est un point stationnaire, c'est ce qu'on a cherché ici. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va continuer de calculer les dérivées successives. D'accord? Jusqu'à trouver premier vecteur qui ne s'annule pas. D'accord? Alors, le dérivé trouvé ici, le dérivé tel que fp différente de 0 sera noté P. Après, on continue de calculer les dérivés jusqu'à trouver une dérivée avec tel que f de P et fq de 0 sont, libres. D'accord? Jusqu'à trouver deux vecteurs qui sont libres. Mais pour simplifier l'étude, on va utiliser les développements limités. Toujours, on utilise les développements limités pour simplifier l'étude de la ligne. D'accord? Pour ne pas prendre beaucoup de temps pour calculer à chaque fois les dérivés. D'accord? Alors, on va faire premièrement développement limité de t plus 1 sur t plus 1. C'est quoi t plus 1 sur t plus 1? C'est t plus t plus 1 moins 1. Donc, on va utiliser la formule de 1 plus x à la puissance alpha. C'est quoi? C'est 1 plus alpha x plus alpha moins 1 x au carré sur 2 plus alpha
alpha moins 1, alpha moins 2 sur 3 factoriel x à la puissance 3 plus, on va aller jusqu'à l'ordre 4, alpha moins 1, alpha moins 2, alpha moins 3, x à la puissance 4 sur 4 factoriel. D'accord? Alors, on va utiliser cette formule. Donc, si t, alors t plus 1 à la puissance moins 1, c'est 1, moins alpha fois t, c'est moins t. Et ici, moins 1 fois moins 1, c'est moins 2. Donc, si 2 sur 2, donc on aura c'est plus t au carré. Ici, moins 1 fois moins 2 fois moins 3. Donc, sur 3 factoriel, je simplifie par 3 et 2 et j'aurai moins fois moins, c'est plus fois moins, c'est moins t à la puissance 3. Et ici, dernière, c'est moins 1 fois moins 2 fois moins 3 fois moins 4. Ça va simplifier avec 4 factoriel. Il reste moins fois moins, c'est plus. Moins fois moins, c'est plus. Donc, c'est plus t à la puissance 4. D'accord? Alors, on va faire maintenant développement limité de t au carré plus 1 sur 1 plus t au carré à l'ordre 4 aussi. Alors ici, on cherche toujours l'ordre. Alors on calcule l'ordre pour trouver une vecteur qui ne s'annule pas, une dérivée qui ne s'annule pas et une autre dérivée qui est libre avec le premier vecteur qu'on a trouvé. D'accord? Et on arrête. D'accord? Alors on ne ferme pas ça. On ne sait pas si on peut ajouter encore un ordre ou non, mais on va essayer. Donc t au carré plus 1 sur 1 plus t au carré, si t au carré plus 1 plus t au carré moins 1, toujours si t au carré plus, alors je remplace, si moins alpha fois t, c'est-à-dire moins t au carré, et si moins 1 fois moins 2, c'est-à-dire 2 sur 2, c'est 1 plus t au carré, ou à la puissance 4 plus t au de 4. Donc c'est 1 plus t à la puissance 4. Et ici c'est 1 plus t au carré moins t à la puissance 3 plus t au 4. Donc qu'est-ce qu'on aura au voisinage de 0? F de t c'est 1 plus t au carré moins t à la puissance 3 plus t à la puissance 4. Y de t c'est 1 plus t à la puissance 4. Donc on peut calculer f de 0 c'est quoi? C'est 1, 1. D'accord? F' de 0, je cherche les coefficients de t. Alors ici, il n'affiche pas le t, donc c'est 0, 0. Et c'est clair, on a montré que quand t égale à 0, f' de 0, c'est 0, 0. F second de 0, je cherche les coefficients de t au carré. Ici, on a 1, donc 1, je dois le multiplier par 2 factoriels. D'accord? On a ici le coefficient, c'est 1, je dois le multiplier par 2 factoriels, donc c'est 2. Et ici, on a 0t au carré, donc 0 fois 2 factoriels, c'est 0. Donc, on a trouvé premier vecteur qui ne s'annule pas, c'est f second de 0. Donc, on a trouvé jusqu'à maintenant p égale à 2. Alors, je dois encore calculer les dérivés jusqu'à trouver une dérivée qui est libre avec f second de 0. Alors, on calcule. D'accord? Alors, F3 de 0. C'est quoi F3 de 0? Donc, je cherche pour t à la puissance 3. On a ici le coefficient, c'est moins 1. Donc, je multiplie moins 1 fois 3 factoriels. Moins 1 fois 3 factoriels, c'est-à-dire moins 6. Et ici, t à la puissance 3, il ne s'affiche pas, donc c'est 0. Donc, moins 6, 0. Si on regarde, cette vecteur f3 de 0 est lié avec 2 0. Comment ça lié? Parce qu'on peut écrire, par exemple, f3 de 0, c'est quoi? C'est moins 3f de f le dérivé d'ordre 2. C'est-à-dire, on peut multiplier cette vecteur par moins 3, on trouve f3. C'est-à-dire ils sont liés. Donc, ce n'est pas ce que je cherche. Je dois encore calculer les dérivés. D'accord? Je calcule f4 de 0. Donc, qu'est-ce qui est égal f4 de 0?
Alors ici, j'ai coefficient 1, donc je le multiplie par 4 factoriel. 4 factoriel, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est 24. 24 fois 1, c'est 24. Et coefficient ici pour y, c'est 1, je le multiplie, c'est 24. Donc on remarque que F4 et F2 sont liés. Donc j'arrête, je trouve que Q égale à 4. D'accord? Alors on a F second de 0 est différente de 0, 0 est différente de 0, 0. F3 de 0 et F2 sont liés, c'est-à-dire que je dois continuer, mais F2 de 0 et F4 de 0 sont libres. Alors, P égale à 2 et Q égale à 4, c'est-à-dire que P est impair et Q est impair, donc je peux déduire directement que F de 0 est un point de renversement de deuxième ispice. Deuxième exemple, on doit déterminer l'allure au voisinage de M0. Alors, on a déjà les développements limités. Alors, cours paramétrique, c'est x de t à la puissance 3 plus petit t à la puissance 4. Et y de t, c'est 1 plus t à la puissance 3 plus t4 plus petit t de t4. Alors, qu'est-ce que j'ai? F de 0. Alors, ici, j'ai pas un coefficient, donc c'est 0. Et ici, 1. F' de 0, alors je regarde pour T, F', je cherche T. Ici, il n'y a pas de T, et ici, il n'y a pas de T, donc c'est 0, 0. F second de 0, alors ici, il n'y a pas de T au carré, et ici, il n'y a pas de T au carré, donc encore, F second de 0, 0, c'est 0. Alors, je dois calculer jusqu'à trouver le premier vecteur qui ne s'annule pas. Donc, je vais voir pour la dérivée troisième. Donc, F3 de 0, je cherche t à la puissance 3. Donc, j'ai coefficient ici 1. Donc, 1 fois 3 factoriel, c'est 6. Et pour y, c'est 1 fois 3 factoriel, c'est 6. Donc, F3 de 0, c'est 6, 6. C'est le premier vecteur qui ne s'annule pas. Donc, je cherche le vecteur qui est libre avec 3 de 0. D'accord? Alors, je calcule encore les dérivées pour T4. Ici, j'ai pas de T4, donc c'est 0. Ici, j'ai 1. 1 fois 4 factoriel, c'est 24. Donc, c'est 0, 24. Alors, on remarque que ces vecteurs et ces vecteurs sont libres. Alors, je peux écrire que P égale à 3 et Q égale à 4. Donc, P impair et Q est un nombre pair, alors on peut déduire l'allure de M0 est un point normal, ou bien on peut dire que c'est un point ordinaire. Normal ou bien ordinaire, la même chose. Alors, pour l'exemple P, B, x de t au carré plus 3t à la puissance 3 plus t à la puissance 5 plus t à la puissance 7, y de t au carré plus etc. Alors, on calcule, c'est quoi f de 0? Donc, c'est 0, 0. D'accord? F' de 0, alors ici, il n'y a pas de t, et ici, il n'y a pas de t, donc c'est 0, 0. F second de 0, ici, on a 1 fois 2 factoriel, c'est 2, et ici, on a 1 fois 2 factoriel, c'est 2. Donc, f second de 0, c'est 2. Alors, on a trouvé premier vecteur qui ne s'annule pas. Donc, on a trouvé P égale à 2. Maintenant, on essaye de calculer encore les dérivées successives jusqu'à trouver un vecteur qui est libre avec f second de 0. D'accord? Alors, pour F3, c'est quoi F3 de 0? Donc, c'est 3 fois 3 factoriel. 3 factoriel, c'est 6 fois 3, c'est 18. C'est la même chose ici, c'est 18. Alors, on remarque que F3, 0 et F2, 0 sont liés parce que je peux obtenir F3 de 0 en multipliant ça par 18 sur 2. Si je multipliais cet vecteur par 18 sur 2, je peux avoir ça. Donc, ils sont liés. Alors, je continue de calculer les dérivés. F4. Alors, ici, il n'y a pas de t à la puissance 4 et ici, il n'y a pas
de t à la puissance 4, donc f4 de 0, c'est 0, 0. D'accord? Donc f4, ici, c'est 0, 0. Parce qu'il n'y a pas de f4. f5, alors maintenant on calcule f5, dérivé 5 de 0, c'est quoi? Alors ici c'est G1, donc c'est 1 fois 5, c'est-à-dire c'est 1 fois 5 factoriel, c'est-à-dire c'est 120. D'accord? Et ici G1 fois 5 factoriel, c'est 120. Alors encore, f5 est lié avec f second. D'accord? Alors je peux multiplier 2 par 120 sur 2 et 2 par 120 sur 2. Là, le même nombre. Donc ça et ça sont liés. Alors je dois encore calculer les dérivés. Alors f6, dérivé f6 de 0. Alors j'ai pas ici de t à la puissance 6, donc c'est 0. Et ici j'ai t à la puissance 6, donc c'est 1 fois 6 factoriel. 6 factoriel, c'est 5 factoriel, c'est 120 fois 6, c'est 720. D'accord? Alors f6, la dérivée sixième de 0 et la dérivée seconde sont libres. D'accord? Alors je peux prendre p égale à 0, égale à 2, et q égale à 6. Donc les deux nombres sont pairs. Donc f de 0 est un point de reboursement de deuxième espèce. Pour l'exemple C, on a x de t égale à t au carré plus 1 et y de t moins sinus de t. Alors on doit faire au voisinage de 0 un développement limité. Alors on a t au carré plus 1. C'est 1 plus t au carré plus t à la puissance 3. Et 2t moins sinus de 2t, c'est 2t moins. Alors regardez, on a sinus de x, développement limité ici, x moins x à la puissance 3 sur 3 factoriel. Donc à la place de x, on a 2t. Donc c'est 2t moins 2t à la puissance 3 sur 3 factoriel, c'est-à-dire 8 sur 6. Ici 2t moins 2t c'est 0. Alors il reste moins 4 sur 3t à la puissance 3 plus petit p de 3. Alors au voisinage de 0, on aura x de t, c'est 1 plus t au carré plus petit p de t à la puissance 3. Et y de t, c'est moins 4 sur 3t à la puissance 3 plus petit p à la t à la puissance 3. Donc f de 0, c'est 1, 0. F' de 0, il n'y a pas de t ni ici, donc c'est 0, 0. F second, j'ai ici 1, donc 1 fois 2 factoriel, c'est 2, et ici il n'y a pas de t carré, donc c'est 0. F3 de 0, alors ici il n'y a pas de t à la puissance 3, donc c'est 0. Et ici, c'est moins 4 sur 3 fois 3 factoriel, c'est-à-dire 4 fois 6 sur 3, c'est moins 8. Donc on remarque que F second et F3 sont libres. Alors P égale à 2 et Q égale à 3, ça pair et ça impair. Donc F de 0, on peut déduire directement que c'est un point de reboursement de première espèce. Alors, troisième partie de l'exercice 2, c'est l'étude des branches infinies. Alors, troisième partie de l'exercice 2, c'est les branches infinies. Alors, on a x de t, c'est t au carré moins 1, et y de t, c'est 2t au carré plus t moins 1. Alors, domaine de définition t, c'est R. Alors, on calcule les limites aux bornes. Toujours, on calcule aux bornes de la domaine de définition. Alors, on a la limite de x de t, soit quand on vers t tend vers plus l'infini ou moins l'infini égale plus l'infini. Et c'est la même chose pour la limite de y de t quand t tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini égale à plus l'infini. Donc on peut écrire la limite de x de t quand t tend vers plus ou moins l'infini égale à la limite de y de t quand t tend vers plus ou moins l'infini égale à plus l'infini. Alors on doit calculer la limite de y de t sur x de t.
Donc la limite de y de t sur x de t, c'est 2t au carré plus t moins 1 sur t au carré moins 1, donc c'est 2. Alors on doit calculer encore la limite de y de t moins 2x de t. C'est 2t au carré plus t moins 1, moins 2t au carré moins 2 fois moins 1, c'est plus 2. Donc, c'est la limite de t plus 1, quand t tend vers plus ou moins l'infini, donc ça va égaler l'infini. Alors, quand t tend vers plus l'infini, ça va égaler plus l'infini. Quand t tend vers moins l'infini, ça va égaler moins l'infini. Donc, on peut dire que c'est admet branche parabolique dirigée vers l'axe OY au voisinage de plus l'infini et aussi au voisinage de moins l'infini. Pour le deuxième exemple, on a x de t si t au carré plus 1, y de t si de t au carré plus sinus de 4 de t. Dans mes définitions, c'est R. Alors, on calcule la limite au voisinage de plus l'infini et au bornes de t, c'est-à-dire la limite quand t tend vers plus l'infini et quand tend vers moins l'infini. C'est la même chose ici. La limite de x de t quand t tend vers plus ou moins l'infini égale la limite de y de t quand t tend vers plus ou moins l'infini, si plus l'infini. Alors, on doit calculer la limite de y de t sur x de t. Donc, c'est la même chose qu'ici. Donc, c'est 2t au carré plus sinus 4 de t sur t au carré. Donc, c'est 2t au carré sur t au carré sur 2. Alors, encore, on doit calculer la limite de y de t moins 2x de t. C'est-à-dire, si 2t au carré plus sinus 4t moins 2t moins 2, si la limite de sinus 4 de t moins t quand t tend vers plus l'infini ou moins l'infini, cette limite n'existe pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la limite de sinus de 4t quand t tend vers plus ou moins l'infini. Donc, f n'admet pas de branche infinie. D'accord? Dernière partie de cette vidéo, alors on va faire un petit exercice. Réduire le domaine d'étude de l'accord paramétré défini par f de t, x de t égale à 1 sur la valeur absolue de t, t au carré moins 1, et y de t égale à la valeur absolue de t, t à la puissance 3 sur 1 moins t au carré. Alors, premièrement, on détermine le domaine de définition. C'est quoi? Alors, t doit être différent de 1 et moins 1 et 0 aussi. D'accord? Alors, c'est-à-dire, domaine de définition, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 1 sorti, union moins 1, 0, union 0, 1, union 1 plus l'infini. Alors, pour réduire le domaine de définition, alors ici, on ne peut pas parler d'une période, alors on passe à la parité. D'accord? Alors, on va étudier la parité. On a f moins de t, c'est x moins de t. Donc, c'est 1 sur la valeur absolue de moins de t fois moins de t fois moins de t au carré moins 1. Donc, c'est, alors moins de t, je fais sortir le moins ici. La valeur absolue de moins de t, c'est la valeur absolue de t. Et ici, moins t, le t au carré, c'est t au carré. Donc, c'est moins x de t. C'est la même chose, y de moins de t. Ici, on trouve que c'est moins y de t. Donc, on peut réduire domaine de définition sur les valeurs positives, c'est-à-dire dans l'intervalle 0, 1, 1 plus l'infini. Alors, on peut prendre 0, 1, 1 plus l'infini comme domaine d'étude et on obtient toute la courbe sur D en effectuant une symétrie par rapport à l'origine, parce qu'on a ici moins et ici moins. Donc, c'est une symétrie par rapport à l'origine. Maintenant, on calcule f de 1 sur t. D'accord? Alors, f de 1 sur t, c'est quoi? C'est x de 1 sur t, c'est 1 sur t valeur absolue, 1 sur t, 1 sur t au carré moins 1. Donc, ici, c'est 1, la valeur absolue de t fois t, facteur 1 moins t au carré sur t au carré. Donc, j'obtiens ici t fois t au carré fois la valeur absolue de t, donc je multiplie par l'inverse, c'est la valeur absolue de t, t à la puissance 3, 1 moins t au carré, c'est y
de t. Et je calcule y de 1 sur t, donc c'est la valeur absolue de 1 sur t, 1 sur t à la puissance 3, 1 moins 1 sur t au carré. Donc c'est 1 sur la valeur absolue de t fois de t, c'est t à la puissance 3 fois la valeur absolue de t sur t au carré moins 1 sur t au carré. Je simplifie par t au carré, alors il reste 1 sur la valeur absolue de t au carré moins 1, c'est x de t. Donc, on peut étudier la fonction sur l'intervalle 0, 1 et on obtient le reste de la courbe sur l'intervalle 1 plus l'infini par une symétrie, parce que ici x et y sont changés. Alors, c'est une symétrie par rapport à l'axe y égale à x. Alors, le domaine d'étude sera, c'est l'intervalle 0, 1. C'est fini pour cette vidéo. À très bientôt.